Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau d'APE, Agir pour l'environnement, la seule émission hebdomadaire sur l'ensemble de l'océan Indien entièrement consacrée à l'environnement et à sa protection. Aujourd'hui, nous allons parler d'urbanisme et de éco-construction. L'éco-construction, Anne-Constance, c'est important pour Mayotte réellement ? Oui, c'est important l'éco-construction parce que limiter le recours aux énergies fossiles est absolument stratégique en 2019 et nous concerne tous. Donc limiter par exemple les besoins en climatisation par une construction adaptée, c'est super important. Oui, c'est important et puis ça peut permettre également de réduire certaines de nos factures énergétiques à l'occasion. Allez, tout de suite, c'est parti pour ce nouveau numéro d'APE. Dans ce nouveau numéro d'APE, nous allons découvrir que Mayotte se porte plutôt bien en matière d'éco-construction, des matières biosourcées, 100% locales, des projets ambitieux et innovants et une volonté sans faille pour construire de manière réfléchie. Notre équipe est allée sur le terrain pour nous faire découvrir en images cette dynamique. On aura du monde sur le plateau avec Dominique Grazianet, secrétaire général du rectorat, Vincent Liétard, architecte depuis 1981 à Mayotte, et puis Jean-Marc Chastagnol, directeur de la construction et de la rénovation pour la CIM. Nous reviendrons en détail sur les enjeux de l'éco-construction, les acteurs, les filières, les projets qui tirent le marché. Enfin, nous retrouverons Anne-Constance Onguena et nous ferons le point sur les chiffres clés de cette filière. Les techniques d'éco-construction sont bien présentes à Mayotte. La CIM produit des immeubles éco-conçus qui limitent les effets de la chaleur. Les briques de terre crue est un matériau géosourcé, 100% mahorais, qui dispose de toutes les autorisations. Mayotte bouge, Mayotte est dynamique. Regardez aussi ce reportage signé Pierre Bellucci et Daniel Dunon. L'éco-construction ou construction durable est un projet de création, restauration, rénovation ou réhabilitation d'un bâtiment ou d'une pièce permettant de respecter au mieux l'écologie. La construction durable vise notamment à lutter contre le réchauffement climatique, à préserver les ressources, à limiter les déchets et les autres pollutions. Depuis les années 80, un matériau utilisé par la Société immobilière de Mayotte entre pleinement dans le cadre de cette construction durable. Je suis arrivé à Mayotte en 81, à une époque où on cherchait à construire, à lancer un programme important en construction et les recherches sur les matériaux étaient évidentes, à la fois les matériaux importés, mais aussi les matériaux produits sur place. Et la brique a pris toute sa place à partir de ce moment-là, avec une production qui a progressé sur une dizaine d'années jusqu'à 2,5 millions de briques par an produites par des petites unités artisanales comme celle qui est à côté de nous aujourd'hui. En quelques années, 17 briqueteries ont ainsi vu le jour. 40 ans plus tard, 10 000 logements en briques de terre crue ont été construits à Mayotte. Si la plupart de ces briqueteries ont désormais disparu, il existe encore quelques unités qui utilisent toujours le même procédé de fabrication. La latérite est la ressource matériau principale, souvent très fine au sens de la granulométrie. Il faut lui ajouter un peu de sable pour structurer le matériau une fois qu'il est mélangé. Donc un peu de sable dans des dosages différents selon la qualité de la terre, mélangé à de la terre et pour la durabilité, on ajoute un peu de ciment qui permet de résister à l'eau. Alors ce dosage ciment, il se situe entre 2 et 10%. La brique de terre crue demande peu d'énergie pour être fabriquée. Ce matériau local, 100% naturel et donc écologique, incombustible, ne produit aucun déchet compliqué à retraiter et est 100% recyclable et réutilisable. Autre atout, la terre absorbe le trop d'humidité de l'environnement dans lequel elle se trouve et la restitue quand il est au contraire trop sec. Lui, comme il est un élément plein, il retient la chaleur, il ne l'absorbe pas. Voilà, le soleil peut taper le mur, mais il peut rester humide de l'intérieur. Par contre, un parpaing, c'est tout de suite, il absorbe la chaleur et le diffuse à l'intérieur de l'appartement. La brique de terre crue a d'abord été utilisée pour construire des maisons individuelles, puis ce fut autour des opérations de logement collectif. C'est ainsi que la résidence Les Jardins a récemment vu le jour en petite terre. Elle accueille 31 logements sociaux et intermédiaires. Bien avant Les Jardins, l'opération Les Agaves a fait figure de pionnière en matière d'éco-construction à Mayotte. Quand même, de 1996 jusqu'à aujourd'hui,
elle reste intacte, hein. C'est quand même un matériau, s'il est bien entretenu, il n'y a pas de problème. Un temps délaissé au profit de matériaux moins écologiques, la brique de terre crue est en passe de redevenir la référence en matière de construction locale. La CIM a fait ce choix-là, avec le vice-rectorat qui apporte un complément très important aujourd'hui dans la commande. On espère retrouver une production qui pourrait atteindre 1,5 million de briques en 2020. Ce qui est quasiment, on repasse c'est une véritable relance de la filière. Le vice-rectorat va notamment construire le lycée des métiers du bâtiment à Longoni avec ce matériau. L'établissement fera la part belle à la sobriété énergétique grâce à l'emploi de la brique de terre crue. Par ailleurs, le lycée possédera une unité de production de ce matériau aux excellentes propriétés thermiques et hygrométriques et au bilan carbone imbattable. Merci à Pierre Bellucci pour ce superbe reportage. Ça fait du bien d'y croire un petit peu en termes d'environnement sur Mayotte. On a du monde sur ce plateau. Vincent Liétard, bonjour. On a également Dominique Gracianette qui est avec nous. Dominique, bonjour. Bonjour. Et puis Jean-Marc Chastagnol. Jean-Marc, bonjour. Bonjour. Vincent, on va commencer avec vous. L'éco-construction, ça veut dire quoi déjà pour commencer à la base ? Ouais, tout le monde peut avoir un peu son avis là-dessus, mais oui. En tout état de cause, pour moi, c'est une construction qui respecte avant tout l'environnement dans lequel elle se trouve ou la situation dans laquelle elle se trouve. Oui. C'est une situation qui est à la fois géographique, parce qu'on ne construit pas ici comme on pourrait construire au ailleurs. pôle Nord Ouais, ou avec des climats différents. Ouais. On ne construit pas sur une île comme on construit au milieu du désert. On ne construit pas avec les Mahorais comme on construit avec les gens de Paris ou de Lille. Ouais. Donc c'est respecter avant tout, en tout cas prendre en compte toutes les capacités et les ressources locales avant tout. Et en fait c'est une construction de bon sens. Je pense que si on caricaturait un peu le trait, la construction dite des cases en torchis était une éco-construction, peut-être pas parfaite au niveau des normes sanitaires, de sécurité, etc. Ça, ouais. C'est autre chose. Ouais. Mais en termes d'utilisation des matériaux, en termes de mobilisation des moyens de construction, c'était une construction de bon sens, comme dans beaucoup de régions françaises. On peut parler des maisons provençales, Bien des sûr, maisons cailloux de Bretagne. On n'allait pas chercher le béton ou le bois en Norvège. C'est vrai. Jean-Marc Chastagnol, on en est où avec l'éco-construction à Mayotte ? On a continué le travail qui avait été commencé par Vincent Liétard dans les années 80, c'est-à-dire on a gardé les bons principes de construction qui avaient été établis, c'est-à-dire le bon sens, est-ce que c'est une bonne maison, un grand chapeau pour se couvrir du soleil, des bottes pour se protéger de la pluie, et derrière, tous ces principes ont été récupérés par une réglementation qu'on a tous travaillé ensemble avec tous les acteurs, avec l'ADEME, avec le vice-rectorat, tous les architectes qui étaient autour de la table. Et ces principes ont été calés dans des normes et qui sont repris aujourd'hui et on essaie chaque fois d'aller un petit peu plus loin. Et les améliorer. Vincent, ça veut dire quoi un bâtiment construit en respectant les principes de l'architecture bioclimatique ? Compliqué ça. Vous pouvez répéter la question. Non, mais en respectant les données bioclimatiques, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, où on claque mur tous les bâtiments, on les ferme et on climatise à 1000%, j'allais dire, ou alors on joue avec les reliefs du terrain, avec les capacités de ventilation, on joue, Jean-Marc le disait à l'instant, avec la mise à l'ombre, le toit est un facteur de climatisation très important. Puis il y a aussi la qualité des matériaux. Une tôle n'est pas forcément équivalente à une autre, un matériau pas forcément équivalent à un autre. Les couleurs aussi ont leur rôle, l'exposition des fenêtres au soleil, tout ça c'est un peu d'intelligence. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça ne coûte pas plus cher de faire bien avec les mêmes matériaux. C'est plutôt de l'intelligence de la construction, je ne parle pas de QI, je parle juste de bon sens. L'intelligence de la construction au service d'un bon service rendu à l'usager, à l'occupant. Jean-Marc, comment construire des logements en limitant notamment le recours à la climatisation dans le contexte de Mayotte que l'on connaît, chaleur, humidité. On imagine mal aujourd'hui dormir dans une chambre sans clim. Pour les 3 quarts de l'année, c'est plus difficile sur les 2 mois, janvier, février.
Mais sur la plupart du temps dans l'année, on arrive avec une bonne ventilation, avec une bonne isolation. C'est vrai que la brique, là, joue bien son rôle. Mais ça peut être aussi d'autres matériaux, hein, du bois en isolation de façade ou autre. Mais une bonne ventilation, une bonne mise à l'ombre des bâtiments, éviter les réflexions aussi. On parlait de mettre de l'herbe au pied des bâtiments plutôt que du béton. Jouer avec les protections solaires naturelles, un arbre, ne pas le couper et le garder pour protéger sa façade. Voilà, jouer avec tous ces éléments-là va permettre de garder un maximum de confort pendant la plupart du temps. Vincent le disait, le bon sens en fait, hein, c'est ça? Le bon sens, exactement. Dominique Gracianette, secrétaire général au rectorat, dans les constructions scolaires, il y en a de plus en plus à Mayotte, ça se passe comment? Est-ce que vous intégrez ce système? Oui, alors bien entendu, pour nous aussi, l'éco-construction, c'est une démarche globale qui vise donc à prévoir les interactions entre le bâtiment et le milieu dans lequel il est construit, durant toutes ces étapes, c'est-à-dire depuis la conception, qui doit être bien réfléchie. Hein. C'est d'ailleurs dans le cadre de ce type de construction que la place de la conception est plus importante, l'anticipation. Et donc, elle vise à permettre, comme cela a été dit, aux utilisateurs à mieux vivre dans le bâtiment, dans un bâtiment a priori plus sain. Et ces notions répondent bien sûr en écho d'abord à la politique, je le signale, du ministère de l'Éducation nationale, puisqu'il y a une politique aussi pédagogique envers les élèves. Et on voit le succès qu'a eu la manifestation, par exemple à Paris, le 15 mars dernier, des étudiants, des lycéens, qui ont été très nombreux à défiler. J'y étais d'ailleurs. Vous n'êtes plus étudiant, rassurez-moi. Non, on est toujours étudiant, vous savez. Mais et donc, on est ceci parfaitement en phase, si vous voulez, avec à la fois justement l'intérêt des étudiants et des lycéens pour ces problématiques et la manière dont nous souhaitons ici à Mayotte, dans une île dont le milieu doit être particulièrement protégé, nous souhaitons donc nous inscrire dans ce concept, dans cette démarche d'éco-construction, et nous le faisons, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mesdames, messieurs, parlons des matières qui facilitent l'éco-construction. Vincent, alors je vais faire mon sachant, la BTC, en fait c'est la brique de terre crue, c'est quoi exactement ? C'est un matériau qui est en grande quantité disponible sur l'île, ce qui n'est pas si fréquent parce que si on regarde à la fois le végétal, le sable de mer a été utilisé pour la construction, mais pour des raisons quantitatives ne sont pas les seules pour l'interdire. Il y a aussi évidemment une question d'environnement immédiate. Et puis tout ce qui est la pierre aussi, les granulats comme ils sont utilisés le plus souvent maintenant pour faire du béton ou des parpaings. Donc, ça, ce sont des ressources qui sont assez limitées. On aura tous remarqué ici qui est une île volcanique assez ancienne, de mémoire, elle a 8 millions d'années. J'étais pas là à l'époque, Patrick, je t'arrête tout de suite. 8 millions d'années, donc une roche basaltique plutôt dégradée, donc qui s'est transformée en latérite, et donc de la terre rouge qui est à peu près omniprésente sur l'île. Du coup, c'est un matériau qui a été, encore une fois, sous le règne du bon sens. Dans les années 80, il ne s'agissait pas d'un matériau qu'on trouvait intéressant en soi, ou joli, ou pittoresque. En fait, c'était la ressource la plus naturelle, d'ailleurs déjà utilisée par les habitants de Mayotte avant ces grands programmes de construction, et qui a répondu à une capacité qui était annoncée de construire, sur la première dizaine d'années, il fallait construire à peu près 10 000 logements. Donc pour faire du quantitatif, où on importe, où on trouve sur place. Et là, la Terre a répondu. Vincent, il a fallu 15 ans tout de même pour obtenir les agréments. Mais ça y est, aujourd'hui, c'est fait. On a le droit, on peut utiliser la brique dans tous les projets. Oui, enfin, tous les projets, ça a des limites. Mais on peut dire que tout ce qui se construit à Mayotte, aujourd'hui, peut être construit en brique. Oui. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est pas une obligation, mais tout peut être construit. Un maître d'ouvrage, comme le vice-rectorat, comme la CIM aujourd'hui, mais aussi un particulier, peut utiliser en étant couvert par les assurances, en étant couvert par les bureaux de contrôle, donc un savoir-faire reconnu pour réaliser sa construction. Et ça, c'est essentiel. Jean-Marc, on va parler de la construction de la CIM, des cases CIM ou des maisons CIM. En quoi cette brique s'inscrit dans les principes du développement durable ? Pour vous, hein ? Parce que ça apporte de la qualité au logement, tout simplement, en plus d'être un matériau qui amène que des retombées locales. Donc on est sur un principe d'intelligence et de bonne qualité. Toujours pareil, le bon sens. Encore du bon sens. Encore du bon sens. Vincent, comment on fabrique cette brique de terre cuite ? De terre crue.
Cru. Oui, cuite, c'est après. Il y a eu aussi ces essais-là, d'ailleurs, à Mayotte. Petite anecdote au passage, qu'il n'en est pas qu'une, mais il y a eu plusieurs essais, dont une briqueterie de briques cuites qui a été installée à Tsimkoura et qui n'a pas été un grand succès. Mais bon, pour revenir à la brique crue, c'est essentiellement de la terre, on l'a dit tout à l'heure, enfin je l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où elle n'est pas végétale, à partir du moment où elle est propre, entre guillemets, de toute inclusion, j'allais dire, qui pourrait se dégrader, donc essentiellement de l'organique. On la mélange le plus souvent à un peu de sable volcanique, donc on appelle ici de manière un peu générique la pouzzolane, ce sable gris qui provient des carrières en général, ou de chantiers d'ailleurs. C'est aussi une chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites un chantier, quand il y a un terrassement, les terres de terrassement, dès qu'elles sont propres, dans la mesure où je l'ai décrit tout à l'heure, eh bien, elles peuvent être utilisées pour fabriquer des briques. Et là, il y a aussi une plus-value, entre guillemets, qui est celle de l'utilisation de matériaux qui iraient normalement à la décharge et qui, tout d'un coup, deviennent tout à fait utiles. Il y a beaucoup de professionnels à Mayotte qui sont capables de fabriquer ces briques? Alors, il y en a eu beaucoup. Il y a encore beaucoup il y a une petite dizaine aujourd'hui de producteurs, en tout cas, qui sont un peu... que je dirais, entre guillemets, des agents au sommeil, parce qu'en fait, ce qui fait fonctionner la filière, ce qui va faire fonctionner la filière, c'est la commande. Et on peut dire que la commande, pendant tu parlais des 15 dernières années, mais il y a eu aussi 15 dernières années de commandes extrêmement basses en termes de quantité, en termes de projets. Et donc aujourd'hui, on a beaucoup de producteurs qui se déclarent présents et intéressés. On a une capacité qu'on a évaluée avec l'association à peu près 1 million immédiatement, 1 million de briques par an. Si on y ajoute des producteurs qui se déclarent et qui n'étaient pas attendus forcément, comme les grands groupes, enfin, on a, nommons-les, mais c'est ETPC, on a IBS qui se déclarent intéressés depuis qu'il y a cette norme. C'est aussi un autre effet de cette norme, de mettre le produit en capacité de produit réalisé, vendu aussi, en responsabilité. Et ça augmentera ou doublera facilement la production. Vous parlez de production, le rectorat joue un rôle important. Dominique Gracianette, qu'est-ce qu'on appelle le label My Energy? Ça veut dire quoi? Alors, c'est une charte, en fait, donc, qui a été signée le 13 mars 2017 par le vice-rectorat et l'ADEME. Et c'est une charte donc gagnant-gagnant. D'une part, ce qui est recherché, c'est une meilleure maîtrise, bien entendu, de la demande en énergie, en promouvant par exemple des travaux d'efficacité énergétique, en privilégiant la ventilation naturelle, ça a été indiqué, en diminuant les apports solaires, en favorisant les équipements électriques les moins consommateurs d'énergie. Donc ça, c'est effectivement l'objectif. Et EDM apporte son expertise donc auprès du vice-rectorat et au-delà de son expertise des financements, bien entendu, pour à la fois développer, on l'a dit, la ventilation naturelle ou par exemple le traitement des déchets, la gestion de l'eau. Et puis il s'agit aussi de contribuer grâce à EDM donc, au développement d'un réseau d'entreprises formées à l'efficacité énergétique des bâtiments. Alors qui sait, My Energy peut-être pourra s'exporter un jour au-delà du lagon de Mayotte. Sur les projets pour les prochaines années, on a envie de savoir ce qui va se passer à Mayotte. Jean-Marc Chastagnol, quels sont vos projets de développement sur les logements SIM dans les prochaines années? Très ambitieux. On est parti sur une production depuis 2018 à 500 logements par an. Ça n'a jamais été réalisé jusque-là. Donc sur les 10 prochaines années. Donc c'est énorme. On va avoir besoin de tout et de tous les matériaux pour construire. Ils seront tous construits en éco-construction? Oui, de toute manière. Ah oui? Oui, systématiquement. Pas forcément en briques? Pas forcément en briques, on peut utiliser le bois, on peut aussi aller rechercher des matériaux locaux, il y a des réflexions qui sont menées en ce sens-là, mais tous seront, si ce n'est My Energy, en tout cas ce qui préfigure la future réglementation thermique, la RTA ADOM, qui devrait être applicable un de ces jours à Mayotte aussi. Génial. Dominique, on dit souvent que le lycée du Nord est un ambitieux projet environnemental. En quoi il est ambitieux ?
Alors, le lycée du Nord, c'est un des lycées que nous avons programmé dans le cadre du plan d'avenir pour Mayotte, dont je rappelle qu'il est doté de 400 millions uniquement pour la partie second degré. Bien sûr. Et donc, il fait partie des 10 établissements que nous nous sommes promis de construire d'ici 2024-25. Donc, c'est un lycée qui a une emprise de 20 000 m², qui concernera 1840 élèves. Et sa première particularité, j'allais dire, c'est que c'est un lycée des bâtiments, des métiers du bâtiment. Et que donc, dedans, et je le cite quand même, on va avoir les filières générales, bien entendu, scientifiques, économiques, littéraires, mais aussi les filières technologiques avec 2 séries emblématiques, puisque c'est la série architecture et construction, donc on est en plein dans le sujet, et énergie et environnement. Donc là, effectivement, on a 280 élèves, 560 sur la filière générale, puisqu'évidemment les maquettes sont déjà réalisées, et 1000 élèves dans la formation professionnelle, avec du BTS, évidemment, au CAP, en passant par le bac pro, avec un pôle travaux publics, grosses œuvres, métallerie, peinture, technique du bâtiment. Donc, la particularité, effectivement, de cet établissement, c'est qu'à la fois, il est symptomatique de ce que nous voulons faire, mais que c'est aussi un outil de formation pour former les futurs bras, les futurs cerveaux dont l'île a besoin. Donc, voilà, puisque la particularité d'un établissement scolaire, si vous voulez, c'est que c'est à la fois un lieu de vie, mais aussi un lieu d'apprentissage et de formation, et qui, par sa nature même, finalement, est un cadre vivant de compréhension et d'appréhension de ces nouvelles approches. Dominique, avec la CIM, vous êtes les plus gros bâtisseurs de Mayotte. Est-ce que vous êtes conscient que les projets que vous mettez en place, que ce soit vous ou la CIM, orientent Mayotte en matière de développement de bâtiments, donnent l'axe vers lequel il faut aller ? Alors effectivement, c'est une injection de crédit public qui est tout à fait considérable. Donc je vous rappelle que c'est 400 millions pour le second degré, 500 millions en tout, puisqu'il y a aussi le premier degré. Et donc nous avons effectivement cette lourde responsabilité, à la fois d'entraîner des filières, à la fois de faire respecter aux entreprises, qu'elles soient petites ou grandes d'ailleurs, donc les contraintes environnementales. Nous avons des correspondants, enfin nous avons des responsables sur chaque chantier pour faire respecter ces contraintes dans le cadre des cahiers des charges qui sont établis. Et bien entendu, il faut bien le dire aussi, si ces contraintes ou ces cahiers des charges ne sont pas respectés, eh bien, il y a quelques pénalités qui malheureusement c'est la manière interviennent. Que vous allez utiliser pour contraindre ou obliger les gens qui travaillent avec vous, les sociétés, pour pouvoir construire dans ce domaine-là ? Non, bien entendu, je pense qu'il ne faut pas passer par la contrainte, c'est une très mauvaise approche. Pas systématiquement, en tout Il cas. faut toujours passer par la persuasion. Je crois que là, par exemple, à Longoni, puisque nous en parlons, nous avons 2 architectes qui sont déjà sur place et qui font participer aussi, je tiens à le signaler, les élèves, par exemple, à la réalisation de la future maison des lycéens de ce lycée. Et ces architectes sont sur place. Ils collaborent donc avec les élèves en fait, du lycée de Dzoumogné, puisqu'une partie des formations de Dzoumogné va aller vers Longoni. Donc ils sont là, ils sont à l'écoute et ils partagent et ils travaillent à la fois avec les élèves. Et donc, non, l'abord de ce genre de problématique, c'est par la conviction et c'est par l'encouragement et à aucune manière, évidemment, par les pénalités. J'en parlais parce que ça arrive, mais rarement. Et croyez-moi, quand ça arrive d'ailleurs, nous sommes obligés de négocier avec les entreprises parce que les entreprises ne sont pas si nombreuses à Mayotte. Elles ont aussi leurs difficultés, leurs fragilités et il faut les conserver. Vincent, comment les entreprises locales peuvent tirer leur épingle du jeu avec ce type de construction ? Je crois que le savoir-faire mahorais, il appartient avant tout aux entreprises locales. Je pense que si on devait parler d'entreprises qui viendraient d'ailleurs, peut-être de la Réunion, d'Afrique ou de métropole, si on parle de matériaux locaux, ils ont un peu de retard ou ils sont pas si avantagés que les entreprises locales qui connaissent déjà pour beaucoup ce matériau et qui l'ont déjà mis en œuvre. Alors on va dire qu'il y a une perte de savoir-faire, une érosion du savoir-faire à l'heure actuelle parce que la commande n'a pas été très substantielle pendant plusieurs années. Mais aujourd'hui, il est clair que les maçons mahorais, ils ont un savoir-faire qui n'est pas forcément si bien partagé. Poser de la brique, c'est pas aussi simple que faire un mur de parpaing ou un mur de béton. En gros, ici, autour de cette table, on peut tous faire un mur de béton. Il suffit de bancher, de couler du béton entre les deux. Peut-être pas moi. Si, même toi. Et, Vincent, est-ce que la brique, est-ce que la cadence, est-ce que la mise en place de cette brique va pouvoir suivre la cadence imposée par les constructeurs, les gros constructeurs qui sont là ?
Suivre la cadence, oui, je pense. En termes de production, c'est sûr. À part au niveau des entreprises, il va falloir sans doute être imaginatif. Il y a des bâtiments qui sont assez importants, qui sont à quelques dizaines de mètres d'ici. C'est par exemple les jardins du collège, que vous devez connaître. Et ben, ceux-là, ils ont été construits à la fois par la Colas, pour ne pas la nommer, en tout cas SMEC à l'époque, secteur bâtiment, pour ce qui était de la structure et tout ce qui était remplissage briques, parce que c'est un bâtiment en briques, si on l'observe bien. Alors ça a été fait par des artisans. Donc il y a eu un partenariat entre artisans et grosses entreprises. Voilà aussi des intelligences, entre guillemets, ou du bon sens. Le fameux bon sens, c'est le maître mot aujourd'hui. Anne-Constance, quand le process de normalisation de notre brique 100% mahoraise a-t-il commencé? 2001. Pour se terminer. Presque 20 ans. C'est ça, en 2018, puisque le dernier agrément a été obtenu en juillet 2018. C'est long quand même. Très très long. Ouais. C'est très très long, mais en même temps, à la fin des fins, la brique revient sur le devant de la scène au moment où il y a une promotion immobilière très importante. Donc c'est positif. C'est plutôt une bonne chose. Oui. Combien coûte, à titre d'exemple, la climatisation d'un séjour, grosso modo, de 45 mètres carrés tous les mois? 100 € par mois. Oui. Uniquement pour une pièce de 45 mètres carrés. C'est ça. Donc il y a quand même intérêt à se bouger pour trouver d'autres solutions que de dépenser bêtement de l'argent. Parce qu'on dépense bêtement de l'argent et on utilise des ressources précieuses pour la planète et on produit aussi du gaz à effet de serre qui accélère le réchauffement climatique. On sait combien il y a de logements, grosso modo, à Mayotte? Oui, il y a un parc de logements d'environ 60 000 logements, dont 12% qui sont vacants, et un besoin en construction dans les prochaines années, d'ici 2025, d'environ 8 000 logements. Donc il y a pas mal de travail en fait sur ce secteur d'activité qui est déjà bien dynamique pour Mayotte. Merci beaucoup Anne-Constance. Merci également à Jean-Marc de la CIM. Merci à Dominique du rectorat. On ne dit plus vice-rectorat maintenant, on peut dire rectorat. Merci également à Vincent Liétard, notre architecte, la star ici. Préféré, forcément. Merci à vous quatre d'être venus sur le plateau de Agir pour l'environnement. Nous, on va évidemment se retrouver la semaine prochaine avec d'autres invités et de nouveaux thèmes à traiter. Agir pour l'environnement, c'est possible. En tout cas, moi, j'y crois. Ciao, à la semaine prochaine.